Avant de passer à Spark, il y a quand même de petites introductions à faire côté théorie. Vous voyez mon écran? Oui, 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 on on voit. voit. Et Ça, c'est pas important. Voilà, maintenant, on va passer à. Donc, comme je le disais hier, hein, donc, Spark, c'est en fait un moteur de traitement de données distribué. C'est un outil assez intéressant qui permet de traiter les données en mémoire. Donc, c'est aussi un outil open source. Donc, depuis 2014, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, elle est ultra rapide, elle est tolérante aux pannes. Donc, je crois que c'est la raison pour laquelle même elle est très réputée. Sachant aussi que, voilà, lorsqu'on parle de big data et que, voilà, il n'y a pas cet aspect de tolérance aux pannes là, c'est pas trop important. Voilà, vraiment, comme je l'ai dit tout au début. Donc, c'est un moteur aussi unifié qui a beaucoup d'outils en un seul. Donc, tu peux faire énormément de choses juste en ayant en fait cet outil Spark. Et le lazy computation que je disais tantôt là, avec le keyword lazy. Mais là, c'est quand même beaucoup plus accentué parce que voilà, on n'a plus besoin de déclarer les variables lazy. Spark est assez intelligent pour en fait gérer ça derrière. Donc, c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses hein, parce qu'en fait, il a tous les modules qu'il faut, soit pour faire du machine learning, pour faire du streaming ou pour faire des traitements de données avec les graphes. Maintenant, peut-être il faudra faire un peu de, voilà, je crois, historiquement, voir en fait pourquoi Spark. En fait, on sait tous qu'il y avait Hadoop déjà, qui était très réputé, hein, parce que, voilà, étant un outil qui a été mis en place pour résoudre deux problèmes que sont le traitement des données volumineuses et aussi leur stockage. Donc, c'était ces deux problèmes qu'en fait, Hadoop était venu régler. Et je crois voilà, que ça a été fait. Hein. Ça a été un outil très utilisé et c'est toujours utilisé, juste que c'est beaucoup plus performant et en fait, il y a plus possibilité d'y plugger des outils Big Data. Voilà, pour en fait avoir un écosystème purement Big Data, quoi. Donc, lui aussi, c'est un outil qui, en fait, regroupe euh, euh, MapReduce comme composant. MapReduce qui est, en fait, un framework de traitement de données. Il y a aussi un de ces composants HDFS qui est très connu, qui est, en fait, le file system de Hadoop, en fait, qui a été mis en place vraiment pour pouvoir stocker des données de très grand volume. Et à partir de la version 2, il y a eu YAM, qui en fait gère tout ce qui est management des ressources, etc. Maintenant, leur différence, bon, comme j'ai dit ici, hein, donc on ne peut pas comparer Spark à Hadoop, bon, c'est ce que je pense, hein, mais voilà, on peut le comparer plutôt à MapReduce, qui est en fait le moteur de traitement de données de Hadoop. Donc voilà, Spark est quand même pluggable sur Hadoop. Donc, tu as la possibilité d'avoir ton cluster bien configuré avec Hadoop, bien installé, et ensuite, en dessous de ça, y installer Spark pour en fait bénéficier des capacités de stockage de HDFS, etc. Donc, Spark aussi a été jugé 10 fois à 100 fois plus rapide que MapReduce. Et je crois pour ça, il y a quand même une anecdote. En 2014, je crois, il y avait un concours, un challenge, disons, Grey Sort. C'est un challenge où on doit trier 100 octets de données. Et je crois le record a été en fait, un record de Hadoop. Bon, ça, c'est bien sûr avant que Spark et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Hadoop avait la possibilité de trier ces 100 de données en 72 minutes. Mais avec 2100 workers. Donc, il fallait 2100 ordinateurs et, pour pouvoir en fait trier 100 en 72 minutes pour Hadoop.
Maintenant, lorsque Spark est venu, puisqu'il est assez performant, il a pu en fait trier ses données en 23 minutes et en utilisant que 206 nœuds, je crois. Voilà, donc c'est presque 10 fois moins de nœuds et 3 fois plus rapide. Voilà, ce qui, juste pour dire qu'en fait, Spark est vraiment un outil qui est très rapide. Et même hier, lorsque j'ai publié l'affiche sur Twitter, il y a même un gars qui en fait le soulignait par rapport à sa rapidité et tout ça. Donc, c'est écrit en Scala, comme j'ai dit tout au début aussi. Hein. MapReduce, lui, quand c'est écrit en Java. Avec Scala, on peut faire du batch processing. Le batch processing, c'est lorsque voilà, il y a des données à froid, des données qui ont été stockées là, je ne sais pas, hier ou avant-hier ou bien le mois passé. Tu viens, tu attaques ces données, tu fais tes traitements et tu stockes. Donc, ça, c'est le batch processing. Tu peux faire aussi du real-time processing, c'est lorsque voilà, les données viennent en flow. Voilà, c'est comme les données de Twitter, les données de YouTube, ça vient toujours en flow, quoi. Donc là aussi, tu peux traiter ces données avec Spark. Tu peux faire aussi des traitements avec les graphes. Alors que MapReduce, lui, ne supporte que le batch processing. Donc, Spark est vraiment supérieur, quoi. Donc, Spark aussi, il supporte le caching. Le caching, c'est lorsque, voilà, tu traites les données, tu as besoin de, disons, de les stocker en RAM pour un certain moment, le temps de terminer tous tes traitements. Parce qu'en fait, si tu ne les stockes pas en mémoire, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu finis d'utiliser cette data frame, elle va disparaître de la RAM. Maintenant, si tu le caches, elle est toujours là. Tant que ton application n'est pas finie, la data frame est toujours en, fait, en RAM. Et tu peux à chaque fois l'utiliser et faire les traitements dessus. Donc, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'en fait, c'est stocké en RAM. Voilà, donc pourquoi Spark? Comme j'ai dit, hein, donc elle est plus rapide, elle est facile à utiliser parce que quel que soit ton background, que tu sois un développeur Python, R, que tu maîtrises mieux SQL ou whatever, voilà, ça te permet quand même de faire très facilement du Spark. C'est flexible, c'est un moteur unifié, comme j'ai dit, tu peux faire tout, du machine learning, tu peux faire du streaming avec, et le syntaxe est assez simple. Voilà, c'est vraiment intuitif, hein, parce que si tu dis def.where, tu donnes une condition et tu dis point select, automatiquement, une personne qui ne connaît même pas Spark, voilà, il sait exactement ce que tu vas faire en réalité. Donc, c'est vraiment très simple à apprendre. Voilà, par rapport aux utilisations, voilà, soit on utilise en single mode, comme ce que j'ai fait, hein, je l'ai installé sur ma machine en local, ou bien on peut l'utiliser en mode cluster. En mode cluster, ça veut dire qu'il y a plusieurs machines qui sont interconnectées là où tu as installé peut-être Hadoop, whatever, et tu viens, tu installes Spark dessus pour bénéficier en fait de cette distributivité de ces nœuds. Donc pour ce cas-ci, il y en a deux. Soit c'est on-premise, c'est-à-dire c'est toi qui fais tout. Tu achètes tes machines, tu les branches, tu les installes, etc. Tu les configures. Ou bien tu utilises le cloud comme les AWS, etc. Donc, je crois que le cloud, là, c'est la tendance actuellement. Voilà. Par rapport à l'installation, je ne vais pas m'attarder dessus. Je crois qu'il y a le lien qui a été partagé, donc je vais utiliser ce lien. Maintenant, pour les API Spark, il y en a trois. Hein. Donc, il y a les RDD, les data frames, voilà, qui nous importent le plus, et il y a les datasets. Donc, les RDD, en fait, c'est le cœur de Spark. Donc, ça signifie, comme j'ai dit, hein, Resilient Distributed Dataset. Donc, c'est en fait des jeux de données qui sont distribués et qui sont résilients. Résilients, ça veut dire qu'en fait, ils sont tolérants aux pannes. Donc, je dis c'est le cœur parce qu'en fait, tout a débuté avec les RDD. Donc, c'est sur quoi on développait avant. C'était un peu quand même difficile. Voilà, maintenant, c'est après que les data frames sont venus. Voilà, avec des syntaxes beaucoup plus simples, qui est même beaucoup plus familier. Voilà, donc, l'autre aspect des RDD, c'est que c'est un compile time safe. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour tout ce qui est les tests sur les types des variables utilisées, etc., ce n'est pas au moment du runtime, c'est-à-dire ce n'est pas au moment où l'exécution est lancée qu'en fait, ces programmes vont déceler. C'est-à-dire l'exécution de ces programmes, c'est toujours en deux phases. Il y a le compile time et le runtime. Le compile time, c'est lorsque en fait, ton code est transformé en byte.
Et c'est ce byte-là que, en fait, comprend la machine. Et c'est ce byte qui va être envoyé, par exemple, au processeur pour que ton programme soit exécuté. Dans ces deux phases. Lors de cette exécution par ton processeur, c'est ce qu'on appelle le runtime. Maintenant, il y a des langages de programmation qui vont te permettre de déceler quelques problèmes durant le compile time, tout au début, même avant que, en fait, le processeur ne prenne le relais. Et il y en a d'autres aussi qui n'ont pas cette capacité, mais où tu pourras que déceler les erreurs lorsque le processeur commencera à traiter ces Ouais. données. Et que j'imagine que Scala, c'est un langage compilé. Ah, d'accord. Ouais, D'accord. Ouais. Merci. ouais, c'est exactement ça. Ouais. Maintenant, pour les data frames aussi, comme je disais, hein, c'est plus familier parce que si tu as déjà utilisé R ou Python, voilà, tu sais déjà qu'il y a des data frames qui sont vraiment très bien faits, très bien structurés, etc. Et c'est la même chose que vous verrez ici aussi avec Spark. Voilà, donc c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, mais aussi, il faudrait comprendre que c'est une abstraction des RDD. Maintenant, les data frames, ils supportent en fait le catalyst optimization. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que même dans les best practices, on va te dire que mieux vaut utiliser les data frames que les RDD. Après, on va voir. En fait, les data frames sont dotés des mécanismes d'optimisation qui sont vraiment très avancés, qui font que aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'aspects d'optimisation qui vont qui vont être pris en compte, voilà, lorsque tu utilises ces data frames. Voilà, et comme je disais, les erreurs syntaxiques décelées à la compile time, et les erreurs analytiques décelées au runtime. Donc, cette première partie, je l'ai définie, mais cette deuxième partie, ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui, tu fais une erreur sur le nom, je sais pas, d'une variable, là, le data frame ne pourra pas déceler tant que, en fait, l'exécution n'a pas débuté. Donc, si par exemple, tu fais une erreur sur le nom des variables, quelque chose comme ça, ou bien le nom de la table, il ne peut pas savoir tant qu'en fait, il n'a pas attaqué la table. Et voilà, il s'est rendu compte que, voilà, en fait, cette variable demandée n'existe pas. Maintenant, les datasets, c'est en fait, c'est quelque chose comme quelque chose qui est in the middle of them. Donc, ça bénéficie en fait de tout ce qui est typage par rapport aux ADD et de tout ce qui est optimisation des data frames. Donc, c'est quelque chose qui est au milieu. Maintenant, ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que les data frames, c'est juste un subset des datasets. Bon, je ne voulais pas aller tout au fond, mais il faut juste comprendre que voilà, les data frames sont conçus à partir d'une partie des datasets, parce que les datasets sont en fait beaucoup plus larges. Mais c'est les data frames qui nous intéressent, parce que déjà, c'est plus optimisé et déjà, voilà, c'est plus familier. Donc, on va, disons, se concentrer beaucoup plus sur cette partie. Par rapport à l'architecture, voilà, donc l'architecture, c'est bien de le savoir si on doit en fait déployer des programmes Spark et consorts. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une application Spark, il y a toujours ce qu'on appelle le Spark Session. En fait, le Spark Session, c'est le entry point. C'est toujours, voilà, comme j'ai dit, hein, c'est la porte d'entrée du course de Spark. Donc, si tu veux faire du Spark, tu ne peux pas, en fait, t'en empêcher. Tu ne peux pas t'en passer. Il faudrait toujours créer un Spark Session qui va être le entry point. Et maintenant, c'est entry point qui te permettra de bénéficier de tous les API de Spark. Maintenant, ce que vous voyez là, maintenant, par rapport aux composants de l'architecture, il y a ce qu'on appelle le driver. Voilà, le driver, beaucoup de personnes vont te dire que c'est l'application Spark que tu as mise en place. En fait, c'est ton programme à toi. Voilà, et voilà, dans ce programme que tu vas définir le Spark Session, voilà, là, vous allez voir qu'il y a Spark Context. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que avant le Spark Session, on a commencé à utiliser Spark Session à partir de Spark 2, si je ne me trompe pas. Maintenant, avant, c'est le Spark Context qu'on utilisait pour en fait utiliser les RDD, pour en fait faire
il y avait le Spark Context que tu peux utiliser pour faire du RDD. Il y avait le Squel Context que tu peux utiliser pour faire du Spark Squel. Il y avait le Hive Context que tu peux utiliser pour te connecter au data. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont dit que voilà, on va juste mettre en place le Spark Session qui va englober tout ceci. Donc, actuellement, si tu déclares un Spark Session, tu as à l'intérieur le Spark Context, tu as à l'intérieur le Hive Context, tu as à l'intérieur le Square Context. Donc, c'est du quoi, quelque chose comme ça. Donc là, c'est Spark, mais voilà, vous pouvez aussi vous dire que c'est en même temps le Spark Session, quoi. Voilà, donc, comme je dis, c'est le premier composant, c'est le programme. Donc, lui, il permet de créer le DAG que je vais définir tout juste le coordonnement de l'exécution du programme. Donc, tout ce qui est coordination, ça se fait au niveau du driver. N'est-ce pas? OK. OK. Maintenant, le Spark Context ou Spark Session, comme j'ai dit, c'est la porte d'entrée. Donc, en le créant, c'est là-bas où tu vas spécifier, voilà, si tu veux runner ton programme en mode cluster ou etc. Tu vas aussi spécifier le nombre de RAM, le nombre d'exécutions, etc. Donc, il y a aussi une partie master. Donc, lui, il permet de négocier tout ce qui est ressources et de les rendre disponibles pour le driver. Donc, tout est en termes de ressources. Hein. Vous allez voir qu'il y a aussi les executors. Donc, envers, c'est les slaves, c'est les workers. Les workers, c'est les ordinateurs physiques. Maintenant, les executors, ça, c'est les processus qui vont en fait traiter traiter, disons, les programmes qui vont les être envoyés. Donc, on a parlé tantôt de paralysation. Et ce qui va en fait nous aider à paralyser dans ce contexte, c'est en fait ces exécuteurs. Parce qu'en définissant ton Spark Session, tu vas lui dire que voilà, moi je veux utiliser par exemple N executors. Et parmi ces N executors, je veux qu'il y ait N cœur et qu'il y ait aussi N mémoire en RAM. Donc, lui, il va créer tout ça. Et une fois que tu lances ton programme va être distribué sur tous ces exécuteurs qui vont en fait les lancer en même temps pour en fait paralyser ton job. Donc, ça, c'est le rôle des exécuteurs. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut retenir sur cette architecture. Donc, c'est l'architecture, disons, master-slave, où tu as un master qui commande et des slaves qui vont te permettre de distribuer le traitement de ces données. Voilà. Maintenant, par rapport aux opérations, il y en a deux. Dans Spark, il y a possibilité de faire que des opérations, des transformations ou bien des actions. Les transformations, c'est là où, par exemple, tu as un data frame, tu appliques une fonction et en output, tu as un autre data frame. Par exemple, tu veux filtrer quelque chose. Disons que j'ai un data frame, je dis dataframe.where, je veux filtrer les sexes masculins. Tu vas toujours en output avoir un data frame, bon, qui va être peut-être beaucoup plus petit, mais quand même, ce sera toujours un data frame. Donc, ça, c'est une transformation. Les actions, quand même, c'est en fait des process qui vont retourner une valeur. Donc, une valeur au client, etc. Ça peut être de compter le nombre de lignes de data frame. Ça peut être écrire un data frame dans un, je sais pas, sous format CSV dans un dossier bien donné, etc. Ça, c'est les actions. Maintenant, ce que je parlais de ces lazy transformations, les transformations lazy, ça veut dire que tu peux enchaîner 1000 transformations en Spark, mais jamais ces transformations ne vont être exécutées tout de suite. Ils ne vont être exécutées que lorsque, en fait, il y aura une action qui sera, en fait, appelée ou mise en place. Donc, tu peux faire des filtres, faire tout ce que tu veux maintes fois, mais ça ne va jamais s'exécuter. Mais ça ne va s'exécuter que lorsque tu dis, voilà, dataframe point, tu veux l'écrire, par exemple, sous format CSV, ou bien tu veux faire un count, ou bien tu veux faire un show pour voir le dataframe. Là, il y a l'exécution maintenant qui va commencer à être faite. Et ça, c'est important parce que ça permet de mettre en place les DAG. Les DAG, c'est en fait, comme son nom l'indique, un Direct Acyclic Graph. Donc, c'est des graphes qui sont constitués de toutes les transformations que en fait, tu as mises en place et toutes les actions. Donc, en fait, le traitement qui doit être fait va être en fait résumé sur ce qu'on appelle le DAG.
Maintenant, cette DAC, elle va être découpée en ce qu'on appelle tasks. Maintenant, les tasks, c'est en fait l'unité de travail, comme on le dit. En fait, c'est ce qui va être envoyé aux exécuteurs et c'est ce qui va être en fait exécuté par les exécuteurs également. Donc, ton code, en réalité, il va être converti en un DAG, en un graphe. Et maintenant, c'est ce graphe-là qui, composé de tasks, va être envoyé à tous les exécuteurs qui vont les exécuter en parallèle. Maintenant, par rapport à l'optimisation, là aussi, je ne vais pas trop m'attarder. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu aies mis du SQL Query ou bien que tu utilises des data frames, comme j'avais dit, les data frames par rapport à l'optimisation, il y a au fait des mécanismes qui sont mis en place en réalité pour que tu aies en output, disons, un DAC qui va être très optimal ou bien une chaîne d'exécution qui va être très optimale. Ça va passer par toutes ces étapes et chacune de ces étapes voilà, a un rôle à jouer, que ce soit par rapport au pruning des colonnes, par rapport à ce que tu as appliqué, par rapport à quel filtre débuter ou pas. Donc, il y a une personne peut faire un select étoile sur un data frame, après appliquer ses where, faire des group by. Mais le fait de faire un select étoile, ça veut dire que tu as en fait pris toutes les colonnes. Mais en réalité, il se pourrait qu'il y ait des colonnes que tu n'as pas en fait utilisées lors de tes traitements. Maintenant, ce que Spark va faire, c'est-à-dire il ne va pas en fait lors de ton select, même si tu as fait un étoile, hein, il va colonnes qui ne sont pas en fait sélectionnées et il ne va récupérer que les colonnes dont tu as besoin. Donc, il y a énormément de choses qui vont être faites, en fait, qui permettent en fait, d'optimiser au max. Maintenant, cette optimisation, quand même, ce qui facilite, c'est en fait les dernières versions. Parce que ce que vous allez voir, c'est que à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, vraiment, il y a des boulots, ou bien du bon boulot même, je vais dire, qui sont faits côté optimisation. Comme par exemple les versions 3 qui sont sorties, ils vont te dire que même si en fait Spark a débuté à lancer le programme, il y a toujours derrière un mécanisme qui permet de toujours chercher, disons, le DAC le plus optimal. Et s'il le trouve, il va en fait essayer de l'adapter par rapport au traitement de ces données. Donc, on va avoir l'habitude d'utiliser les dernières versions parce que c'est dans ces dernières versions que la plupart des optimisations sont faites. Ouf, je crois que c'est la fin de cette partie. Bizarrement, on n'a même pas commencé et le temps est fini. Oui, c'est intéressant en tout cas. Aujourd'hui, on risque d'avoir 3 vidéos sur YouTube, Scala, voilà, Spark Theory et Spark Pratique. Oui, maintenant, bon, je suis désolé. Hein. Bon, Non, c'est peut-être là intéressant, aussi. c'est bien, c'est intéressant. Oui, donc je vais y aller encore un peu plus vite. En tout cas, moi, j'ai tout le temps. Je ne sais pas les autres, voilà, mais on peut Ah, moi, j'ai continuer tout le temps. Hein. ouais, Ouais. au même rythme, quoi. Il y a des Nyangen et des Djangen là, ils vont aller manger aussi. Prends ça en Mais compte. en tout cas, après, on va mettre la vidéo sur YouTube, quoi, pour ceux qui peut-être n'auront pas le temps de continuer avec nous. Ok. Maintenant, je vais passer à quelques Sauf si, principes. Oui. sauf si c'est Michel Fall qui veut aller manger, hein, on ne sait jamais. Ouais, il y a ça aussi, hein. On parlait mal. Enfin, est-ce que vous pouvez aller Ah, donc, allons-y. Ok, voilà, bon, on va y aller un peu plus vite. Maintenant, pour la donnée que j'ai utilisée, voilà, ça y est dans ce lien, Kaga, les données de Titanic. La description est là aussi. Maintenant, ce que j'avais fait, c'est que j'avais voulu introduire avec les RDD et après terminer avec les data frames. Mais il faudrait savoir que, voilà, bon, toujours dans ce sens de best practice, on va vous dire que, voilà, ce qui est mieux, c'est d'utiliser les data frames parce qu'ils sont plus optimales, etc., etc. Donc, moi, je vais voulu quand même juste vous imprégner un peu sur l'utilisation des RTD. Mais peut-être juste cette partie de création suffirait. Les traitements, pour moi, ce n'est pas trop important.
Maintenant, après ça, on va juste passer directement au data frame parce que voilà, moi aussi, c'est ce que je vous recommande. Si vous voulez faire du Spark, utilisez les data frames au lieu des RDD, etc. Donc, tout ce que, voilà, pour débuter déjà, ce qu'il faut savoir, comme j'avais dit, hein, il y a toujours un entry point. Et si tu t'es connecté à Databricks, là, ils vont te créer un Spark Session automatiquement. Là, voilà, cette variable, je ne l'ai pas créée, mais si tu viens, tu mets Spark, tu vas voir automatiquement que, en fait, c'est une variable qui a été créée par Databricks pour toi. Et c'est la même chose en local. Vous vous rappelez, lorsque j'ai lancé la commande Spark Session, automatiquement aussi, ils m'ont créé ces deux variables. Pardon. Donc, vous allez voir qu'il y a toujours Spark qui est créé comme Spark Session. Donc, ça, il est créé implicitement. Maintenant, toi aussi, tu peux créer. Hein, et tu devrais même créer, parce que nous, par exemple, on travaille avec IntelliJ, et là-bas, c'est toi-même qui sera obligé dans ton main de créer ton propre Spark Session. Maintenant, le syntaxe le plus simple, c'est ça. Pour créer un Spark Session, déjà, il faut importer le Spark Session, cette fonction, et après, l'utiliser comme ça. Donc, il faudrait juste mettre Spark Session, builder, tu mets le master. Donc, si tu travailles avec ta machine, tu es en local. L'étoile, ça veut dire le nombre de corps que tu veux utiliser. L'étoile, ça veut dire tous les corps. Et si tu as 8 corps et que tu mets 2, tu vas utiliser que les 2 corps, en fait. Donc, il y a le app name et le get OS. Pour dire que, voilà, s'il y avait un Spark Session, tu récupères cette dernière. Sinon, tu en crées une nouvelle. Donc, c'est comme ça que vous pouvez les créer. Après, vous pouvez aussi voir hein, dans la documentation et tout ça, il y a quand même des créations beaucoup plus avancées, là où tu seras obligé de mettre des configurations par rapport à d'autres choses comme les nombres de partitions à utiliser, appelés shuffle, l'utilisation de Hive. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, ça ne nous intéresse pas trop dans cette session parce qu'on a déjà un Spark qui est créé pour nous, donc on va juste l'utiliser. Et pour les RDD, hein, comme j'avais dit, c'était des collections. Donc, il faut juste les prendre comme des listes. Bon, moi, c'est comme ça que je les prenne aussi. Donc là, on peut créer soit à partir d'une collection. Par exemple, là, j'ai une liste contenant des tuples. Donc, les tuples, c'est file, masculin, male, etc. Et pour créer en fait un RDD, je dis bien, hein, il faudra juste utiliser le parallelize function et mettre la collection dedans. Ça, c'est à partir des collections. Mais la plupart du temps, si vous devez utiliser des RDD, pour en créer, ce sera à partir d'un fichier externe, comme par exemple des logs, des fichiers de texte, etc. Et vous serez juste contraint d'utiliser en fait les RDD si vous devez traiter des données qui ne sont pas structurées. Dans ces cas de figure, quand même, voilà, the best choice, c'est les RDD. Et pour, en fait, lire un fichier ou bien stocker le contenu d'un fichier dans un RDD, ce que vous devez faire, c'est utiliser le Spark Session.Spark Context et utiliser cette fonction textfile. Donc, textfile, tu lui donnes juste le chemin. Donc, moi, j'avais Titanic.txt. J'avais juste converti le fichier CSV en texte. Donc, et là, tu as le fichier en texte. Donc, je vais le lancer si je n'ai pas supprimé. Mais voilà, c'est bon. Donc. Et on peut juste voir les 3 premiers éléments de ce RDD avec la fonction take. Et vous allez voir que ce que ça renvoie, c'est un array de string. Et la première élément, bon, comme j'ai dit, hein, c'était un fichier CSV que j'ai converti en texte, juste pour pouvoir en fait l'utiliser. Vous allez voir que le premier élément, c'est en fait le header. Et ça, on peut peut-être le confirmer avec un take one. Voilà, donc c'est le header en fait de notre fichier CSV qui est le premier élément. Donc, ce que ça dit, c'est que lui, il va considérer tout ça en string. Donc, tout ça, c'est un string. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, vous voulez manipuler un de ces éléments, vous êtes obligé d'utiliser la fonction split virgule pour dire que tu vas splitter ces chaînes sur ce caractère virgule et pour chaque élément, maintenant, tu en fais ce que tu veux. Maintenant, le deuxième élément aussi, vous allez voir que c'est la première ligne de notre fichier. Take two, non.
non, en fait, Take-Two, il va prendre les deux premiers éléments. Peut-être ce que je peux faire, mais c'est pas grave. Après, on va voir parce qu'il y a une partie où j'ai enlevé en fait l'entête. Mais en fait, pour voir les éléments de votre ADD, la fonction à utiliser, c'est take. Et tu mets le nombre de lignes que tu veux voir. Maintenant, on peut appliquer une transformation aussi pour créer un ADD. C'est comme ce que je disais dans les transformations. Tu as un ADD ou bien un data frame. Tu as fait une fonction et tu en as pour un ADD ou bien un data frame. Donc là, si je lance, je lui dis, je veux juste récupérer les éléments qui sont femelles. Maintenant, là, il n'y a plus cette notion de, on a la colonne femelle, il n'y a plus cette notion. Ça, il faut le comprendre déjà. Il faut savoir que avec les RDD, déjà, il faut que tu aies connaissance de la donnée, que tu saches que si tu fais un split virgule, le cinquième élément, ça correspond à peut-être les éléments, genre le sexe, disons, que c'est les mâles ou les femelles. Donc là, il n'y a plus cette notion à vouloir vous faciliter la chose, à savoir que voilà, j'ai fait un select sexe et j'ai la colonne. Non, ça n'existe plus. On a une collection, c'est les RDD, donc on va les traiter comme en fait des collections. Donc là, pour filtrer, ce que tu lui dis, c'est que je vais filtrer, mais ce que tu vas faire, tu vas en prendre pour chacun de tes éléments, tu me fais un split sur la virgule, tu me prends le cinquième élément et tu me testes si cet élément est égal à femelle. Maintenant, ce qu'il va faire, il va voir. Ça, c'était le premier élément, comme j'avais dit, l'entête. Il va voir, il va faire déjà un split virgule. Donc, tout ça, ça va être transformé en un array. Et il va voir le cinquième élément, qui est le sexe. Et il va tester si ces éléments sont égaux à femelle. Et là, vous allez voir qu'on va toujours avoir des femelles. Il n'y aura que des femelles, il n'y aura pas de mâles. Donc, c'est comme ça qu'on applique un filtre sur les RDD. Donc, ça, c'est quand même très difficile. Hein. Bon, je ne dirais pas très difficile. Ça peut peut-être être moins compliqué pour certains. Mais voilà, pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec les data frames, là où tu fais ton point filter where ou quelque chose comme ça, voilà, ça, tu vas te dire, mais ça, c'est pénible. Et effectivement, c'est pénible si aujourd'hui, tu dois vraiment faire beaucoup de traitements sur tes données. Donc, ça, c'est un filtre. Pour ces traitements, je ne sais pas si c'est trop important de les parcourir. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai fait juste mes petits trucs pour enlever l'entête. Parce que si on travaille avec les RDD, on n'a vraiment pas besoin d'entête. C'est pas vraiment important de les avoir. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai filtré sur les lignes qui n'ont pas cette entête. J'ai enlevé l'entête. Et si tu vois... Voilà, donc là, c'est le header qui est ça. Et maintenant, le data frame, c'est maintenant ça. Et il n'y a plus d'entête. Donc, ça commence par un 1, 0, 3, le ID, etc., le nom, etc. Donc, les quelques traitements, après, vous pouvez parcourir que j'ai fait en utilisant les fonctions basiques comme map. Donc, map qui sera très, très, très utilisé avec les RDD. Hein. Si aujourd'hui, vous voulez utiliser les RDD, vous allez faire beaucoup de maps parce que c'est ce qui vous permet, en fait, de transformer les lignes de votre RDD. Donc, là, je peux lancer également pour que vous ayez un aperçu. Ce que j'ai fait, j'ai pris le data frame wizard header, là où j'ai enlevé le header, et j'ai fait un map line, et j'ai juste fait un split sur la virgule. Donc là, ce que ça va te donner, c'est un array de string. Avant, on avait un array de string. Maintenant, on a fait un split sur les strings. Donc, cette string qui était à l'intérieur, ça va devenir maintenant un array. Donc, cela veut dire que tous les traitements qu'on avait d'habitude, qu'on peut, je veux dire, faire avec les RDD, maintenant, on peut les faire avec les arrays du moins, on peut les faire avec les RDD. On avait vu les collections, on avait vu quelques fonctions basiques des collections. Maintenant, toutes ces fonctions qu'on a vues ou qu'on n'a pas vues, vous pouvez les appliquer sur ces RDD. Il suffit juste de faire un map, line, tu fais ton split, et ça, c'est un array. Et à partir de là, tu peux appliquer tout ce que tu veux. Bon, on peut faire un point pour voir. Donc, il n'y a pas d'exécution, c'est dommage. Mais voilà, ça, c'est un array et tu peux appliquer toutes les fonctions ici pour voir. Et c'est ce qu'on a fait à partir de là, par exemple, où on veut juste, en fait, avoir les valeurs distinctes du sexe. C'est pas du sexe. On dirait que j'ai, voilà,
ça, je l'avais lancé avant et c'est plus, voilà, c'est le sexe, effectivement. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un map et on lui dit pour chaque ligne, tu fais déjà un split virgule pour récupérer, pour mettre tous les éléments sous forme d'array et tu me récupères le cinquième élément. Maintenant, si tu me récupères le cinquième élément, après, tu vas m'appliquer la fonction distinct pour ne prendre que les valeurs distinctes. Et là, on va voir que pour cette partie, qui normalement, avec le data frame, tu aurais juste besoin de faire un select sex.distinct, ou bien select distinct sex from, etc. Là, tu es obligé de mettre tout ça pour juste avoir un array de femelle et male. Voilà, donc il y a aussi des traitements que j'ai fait, peut-être des fonctions que j'ai voulu mettre en valeur comme count by value, comme son nom l'indique, compter les valeurs, le nombre d'occurrences des valeurs. Ça, c'est pas trop important. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus. Donc, vous allez toujours quand même voir qu'il y a toujours le map qui est utilisé ou bien le filter. C'est vraiment les deux fonctions clés, quoi. Surtout le map. Vous allez beaucoup l'utiliser pour traiter les données. Voilà. Là, je voulais utiliser le reduce pour, en fait, calculer la somme des âges. Mais tout ça, on va voir ça avec les data frames. Et comme j'ai dit, hein, en fait, les data frames sont plus importants. Là, c'est juste en fait pour vous imprégner un peu des RDD. Mais vous allez voir, en fait, directement, on peut passer au data frame, je crois. Ça va être beaucoup plus familier et beaucoup plus simple pour vous. Maintenant, si tu as un RDD, comme je l'ai dit, hein, si tu as un use case où tu dois traiter des données qui ne sont pas structurées du tout, je parle pas des données semi-structurées, hein, parce que Spark Data Frame, avec Spark Data Frame, tu as la possibilité de lire des JSON et que ça soit derrière un data frame bien structuré. Voilà, mais si je parle de données non structurées, je parle des textes, des données qui n'ont aucune logique, etc. Ce genre de données, peut-être c'est un RDD qui doit être utilisé. Après, vous faites vos pré-traitements dessus, vous essayez de le rendre structuré. Et après, voilà, la bonne chose est que vous avez la possibilité de convertir ce RDD en data frame. Là, j'ai fait un data frame texte. C'était le RDD d'en haut qui est toujours là. Là, j'ai voulu, en fait, un peu structurer ce que j'ai sur les RDD pour pouvoir, en fait, le convertir en data frame. Par exemple, je peux juste vous dire ce que j'ai fait. J'ai défini une fonction row to tuple qui prend en entrée line de string, ce qui est très logique parce que voilà, notre RDD est un array de, c'est une collection de strings. Donc, moi, je veux créer une fonction. Je veux créer en fait des tuples. Ce que je veux, c'est que en fait, ça soit sous forme de tuple. Que en fait, j'ai un tuple contenant le ID, le survive, le pclass, le name, etc. Et pour cela, je fais un line.split. Si je prends la ligne, je fais le line.split. Et maintenant, ce que je fais, je vais retourner. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, le dernier élément, donc c'est ce qui va être retourné. Et ça, c'est un tuple. Parce que voilà, il y a les parenthèses qui sont là. Donc ça, c'est le c'était juste en fait pour le structurer. Voilà, maintenant, ça va vous aider parce que si vous utilisez les RDD et qu'après vous voulez le convertir en data frame, voilà, des fois, c'est bien d'avoir le schéma assez normalisé pour vous faciliter la tâche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui dis, les lignes, ce que tu vas faire des lignes, tu vas les splitter hein, sur ces caractères virgule. Et après, tu vas me renvoyer un tuple contenant le premier élément, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Voilà. Et maintenant, ce que j'ai fait, il y a une fonction create data frame qui peut prendre qui va prendre en fait le tuple et grâce à cette fonction toDef, va te créer en fait les colonnes que tu veux. Maintenant, ce que je vais lui dire, c'est je vais faire un map de mon RDD et dans le map, je lui dis
tu m'appliques cette fonction pour toutes les fonctions que je viens de créer. Donc maintenant, au lieu que j'ai ça aussi, on peut le tester si vous voulez. Comme ça, vous allez plus voir ce que je veux dire. Par exemple, le header là, le wizard header. Je vais voir déjà, est-ce que voilà, ça a été créé. Maintenant, si je fais un map et j'applique ma fonction, vous allez voir que normalement, ce que tu dois avoir, c'est un array de tuples. Pourquoi ça ne marche pas? On va m'appeler au tuple parce que j'ai pas, tu as raison. J'ai pas défini la fonction. Not found value row tuple. En fait, elle ne voyait pas la fonction. Bon, normalement, là, ça doit aller. Voilà, vous allez voir que ce qu'on a, c'est voilà, un RDD. Le tout là, c'est un RDD de tuple. Et maintenant, dans le tuple, vous allez voir que ça, c'est les types. Voilà, ils sont tous de type string. Et si je fais, puisque c'est un RDD, je peux faire un take 5 pour prendre les 5 premiers éléments. Et vous allez voir qu'on a un array de tuples en fait. Dans ce array de tuples, ça va nous faciliter dans la création en fait, du data frame. Parce que dans Create Data Frame, soit tu as un array de tuples pour pouvoir créer, après on va voir ça un peu en bas, ou bien tu as un. Donc, ce que tu dois avoir en réalité pour faciliter la chose, c'est avoir une collection de tuples. Donc là, on a un array de tuples. Donc, il suffit d'appliquer tout def avec le même nombre de colonnes, bien sûr, pour qu'en fait, on se retrouve avec un def.show pour dire je veux voir le data frame et il te renvoie ça. C'est pas trop beau à voir, mais voilà, en local, ou bien avec le Spark Shell, vous aurez des outputs de ce genre si vous faites def.show. Donc, Spark, la fonction native de Spark pour, en fait, pour voir les data frames, c'est la fonction show. Et ça va. Oh, il y a mes casques qui sont morts. Allô? Ah oui, c'est bon, on entend. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Allô? Oui, on entend. Tu m'entends? Allô, oui, c'est bon. Oui, c'est bon, on t'entend. Désolé, hein, il y a mes écouteurs qui sont morts là. Non, non, pas de souci. Voilà, donc ce que je disais, c'est que ça, c'est le show natif de Spark. Maintenant, dans Databricks, voilà, puisque c'est en fait pour nous faciliter la vie, il y a une fonction display qui nous permet quand même de visualiser le def, voilà, avec Spark Array Index Out of Bound. Pourquoi ils m'ont envoyé ça? Display def. Ça, c'est pas normal. J'ai défini le def. Hein, ouais. Je crois que je l'ai défini. Bon. Bon, ça me renvoie à cette erreur-là qui m'est inconnue. Voilà, dev, c'est un data frame. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va voir ça après. Bon, c'est dommage. Mais après, on va voir le display parce que je l'ai affiché dans les autres data frames. Maintenant, à partir d'une collection, et comme je disais, hein, il faut vraiment avoir une collection de tuples. Voilà, le tuple qui te permet vraiment de mixer des strings et des int et des floats, whatever. Voilà, sachant que les données aussi sont variées de la sorte. Donc, il faut avoir une collection de tuples et en fait utiliser la fonction toDef avec les colonnes pour avoir en fait le data frame à partir de ces collections. Donc ça, vous pouvez le faire en guise de test, mais bon, dans la vie réelle quand même, la plupart du temps, ce sera d'attaquer soit des bases de données
soit d'attaquer Hive, soit d'attaquer des fichiers, etc., etc. Voilà, maintenant, à partir d'un fichier externe, par exemple, voilà, le display, là, vraiment... voilà, donc à partir d'un fichier CSV, déjà, il faut savoir que dans Databricks, ils ont leur propre, disons, système de fichiers, le DBS, je vais vous montrer après. Voilà, et là-bas, j'ai mis le fichier flight CSV. Donc, c'est dans ce chemin. C'est toujours dans Databricks. Je vais dupliquer ça en attendant pour vous montrer. Voilà, maintenant, le fichier, c'est un fichier de type CSV. Le schema. Une fois schema, ça veut dire que voilà, on n'a pas de schema, mais bon, on sait que Spark est assez intelligent pour dire que voilà, cette colonne-là, c'est du type string, ou bien cette colonne-là, c'est du type int ou float, whatever. Donc si tu fais l'info schema true, Spark va gérer ça. Voilà, si tu fais false, tu vas devoir lui donner un schema, et ça, on va voir comment on peut le faire après. Maintenant, le header, est-ce qu'il y a un header ou pas? Il faut aussi choisir le delimiter. Et après, on va lui dire, voilà, ce qu'on veut, c'est on va lire spark.read. On va lire .format. Maintenant, format, voilà, tu lui donnes le format du fichier. Ça peut être CSV, ça peut être JSON, ça peut être Parquet, ça peut être whatever. Après, voilà, il y a les options maintenant qui vont venir, comme le info schema, true. Comme il y a le header, s'il y a un header, ou le separator, s'il y en a, ou bien le spécifier. Et maintenant, finir avec la fonction load. Donc, load, tu lui donnes le chemin du fichier. Et si tu lui donnes le chemin du fichier, il va en fait loader le fichier avec tous les éléments que tu viens de lui donner. Maintenant, je peux peut-être faire comme ça. Après, on va voir que voilà, il y a quand même pas mal de possibilités pour la fonction read. Voilà, soit tu fais format et tu mets le type en string, ou bien tu mets directement CSV. Il y a aussi JDBC pour les bases de données. Si tu veux attaquer les bases de données, il y a la JSON. Voilà, maintenant, c'est les options que tu as avec les confs, si tu veux. Il y a ORC, il y a Parquet. Donc, tous ces types de fichiers, il y a TextFile même, voilà, que tu peux attaquer. Donc, nous, on va attaquer ça. Maintenant, la fonction display que je disais, c'est ça. En fait, tu peux avoir une meilleure visibilité de cette table par rapport à Show. Mais ce display, voilà, il ne faut pas faire cette erreur de Nyangen. Voilà, c'est propre à Databricks. En fait, voilà, si on travaille avec le terminal et tout, si on travaille avec les terminals, on sera obligé d'utiliser le dataframe.show. Parce que display n'existe pas dans Spark, mais c'est Databricks. Bon, peut-être ce que je n'ai pas dit, c'est que les owners de Databricks, ce sont en fait les créateurs d'Apache Spark. En fait, c'est eux qui l'ont créé. Après, lorsque Apache Spark est devenu open source, c'est eux au fait qui se sont regroupés, qui ont créé Databricks. Donc, ils font vraiment de bonnes choses côté Spark aussi. Donc là, on a notre data frame que j'ai lu. Et pour vous montrer juste ce que je disais par rapport au file system, donc Explore Data. Donc, il y a le DBFS, Databricks File System. C'est là-bas où, au fait, bon, moi, j'ai tous ces trucs-là. Les logos que vous voyez, c'est là où je les ai. Donc, le table, c'est tout ce que vous voyez là. Donc, il y a aussi des commandes SH que vous pouvez utiliser pour en fait, soit déplacer les fichiers, faire un ls, faire un remove, tout ce que vous voulez. Maintenant, on a lu notre data frame qui est maintenant full def et c'est ça le contenu. Donc, il y a le passage ID, le survive s'il est mort ou bien pas. Les P classes, c'est les classes là où ils sont, ce soit 1, 2 ou 3. Il y a les noms, il y a les sexes, il y a les âges, il y a les siblings, le nombre de siblings, je crois que c'est le nombre de parents, d'épouses, quelque chose comme ça. Voilà, ça, c'est le nombre de parents, ça, c'est le nombre d'époux. Maintenant, ça, c'est le ticket, ça, c'est le fare, le prix, ça, c'est le cabine où la personne est, ou bien où est-ce qu'il a été embarqué. Ça, c'est des liens, je crois, les embarqués. Voilà. Maintenant, on peut aller peut-être voir un peu plus les fonctions Spark. Donc, il y a cette fonction print schema
pour avoir le schéma de ton fonction avec tout, ou bien avec toutes les variables, leur type, etc. Donc ça, là, on a fait une fois schema true, hein. Faut pas oublier ça. On lui a dit qu'on n'a pas de schéma, de schema. Donc, il faut que tu essaies de deviner les colonnes. Donc, lui, il a deviné. Et il s'est dit que year, ça doit être integer, month, ça doit être integer, day of month, etc. Non, moi, apparemment, j'ai lu un autre data frame là. Ça, c'est pas Titanic. Ça, c'est le flight data. Le Titanic, c'est ça. En fait, le Titanic, bon, je voulais quand même parcourir aussi les flight data parce qu'il y avait les colonnes dates que je trouvais assez intéressantes à explorer. Mais voilà, c'est pas méchant. Il y a toujours tonton Google qui est là pour nous étayer sur ces choses. Voilà, maintenant, là, on a toutes les colonnes avec les types dont Spark a deviné. Donc, là, on a le tout. Maintenant, si on a maintenant un schéma, donc il y a une manière assez propre à Scala de créer son schéma. Là, on a toujours le path. Là, on a toujours le format du fichier. Maintenant, on crée le schéma. Et en Scala, Spark, c'est comme ça qu'on va créer notre schéma. Maintenant, pour créer ce schéma, déjà, il faut importer ça. Et comme j'avais dit tout au début, pour importer tout dans un package, il faut juste mettre un point et mettre l'underscore pour dire tout. Donc là, il y a tous les types. Il y a les strict fields, les strict types, les integers, les decimals, les strings, tous les types. Donc, on déclare juste un strict type où on met un array des colonnes de notre data frame. Maintenant, pour les colonnes, ce qu'on fait, on définit pour chaque élément de ce array, ben pour chaque colonne, disons, le strict field, la structure de la colonne. Donc, ça donne le nom et le type. Et voilà, le true pour dire nullable ou bien not nullable. Donc là, on a redéfini quand même par rapport au premier schema. Donc là, tout ça, c'est des strings, alors que voilà, on avait vu que la personne ID avait mis ça en int. Là, on a changé beaucoup de choses, etc. Et les autres informations ne vont pas changer. Tout ce qui va changer, c'est que voilà, là, on a notre schéma qu'on va maintenant forcer à Spark à adapter. Et c'est le même syntaxe, le format, option, le header, le step, le delimiter. Maintenant, il y a cette option schema, parce qu'avant, on avait mis option et on avait mis info schema true. Maintenant, on n'a pas besoin de ça parce que par défaut, c'est fausse. Donc, on fait juste point schema et on met my schema. Donc, on lui donne ce schema et on lui remet encore l'autre et le schéma. Et là aussi, si on run, on va voir que voilà, il va aussi créer la table, mais avec les types qu'on lui a donnés sur le schema. Voilà, par rapport à la lecture, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est juste pour lire un fichier CSV. Hein. Voilà, vous pouvez, avec le même principe, lire des données d'une base de données, des tables dans Hive, etc., etc. Donc, les syntaxes ne changent pas. Il y a juste peut-être les formats qui vont changer, etc. Voilà. Maintenant, on peut passer à quelques traitements. Et pour ça, je vais automatiquement importer ce package. Bon, je ne suis pas obligé, hein, je suis pas obligé vraiment de mettre l'underscore pour dire le tout. Mais voilà, il faut savoir que dans ce package-là, il y a toutes les fonctions Spark. Il y a tout. Si je dis tout, il y a tout. Donc, toutes les fonctions que vous allez utiliser pour traiter les dates, toutes les fonctions mathématiques que vous voyez là, ils sont là pour tester. Pour toutes les fonctions que vous pouvez faire sur des colonnes, vous allez le voir aussi là. Donc, il y a toutes les fonctions vraiment que vous aurez besoin pour vraiment traiter les colonnes et faire tout ce que vous voulez. Donc, moi, je vais juste mettre un underscore pour me faciliter la vie, ne pas être là à chercher en fait des fonctions par-ci, par-là. Voilà, donc là, il y a la fonction summary, comme dans Python, où en fait, on a un sum-up de toutes les colonnes. Voilà, il y a les counts, le compte des valeurs non nulles que vous allez avoir là. Donc, vous allez voir que là, il y a 891 pour dire que voilà, il y a 891 lignes. Mais voilà, là, vous allez voir qu'il y a 689
ça veut dire juste que c'est les 689 qui sont non nuls. Donc, s'il y a des différences de valeurs, ça veut dire que il y a des valeurs nulles, quoi. Donc là aussi, il y a des nuls. Voilà, il y a le count, il y a le mean, le standard deviation, il y a le min. Voilà, les quartiles. Display, ça, on n'en a pas besoin. I actually want to delete this command. Voilà, maintenant, pour comment sélectionner des colonnes sur les data frames, il y a juste cette fonction select assez facile. Donc, il y a quand même 3 possibilités. Et toutes les 3 possibilités, nous allons les voir. La première, c'est que tu fais un select et tu mets en string le nom des colonnes dont tu veux. Si tu fais une erreur sur ces colonnes, voilà, c'est sûr que ça va te renvoyer une erreur. Sans aucun doute. Voilà, maintenant, j'ai fait un select, le person's ID, le name et le sexe, et le show, qui revient encore, avec 2 paramètres cette fois-ci, qui sont optionnels. La première, c'est le nombre de lignes, et la dernière, c'est en fait pour lui dire que, voilà, je ne veux pas de truncate, je ne veux pas en fait que je ne sais pas comment on le dit en français. Mais voilà, si je le lance sans le false, vous allez voir que, voilà, il y a un truncate qui est là. Donc, tu n'as pas le full value de cette colonne non. Maintenant, c'est le false qui règle ce problème. Si tu mets le false, mais c'est toujours en dernière position, il va en fait t'afficher tout. Et si tu lui donnes un int, il va te renvoyer le nombre de lignes voilà, choisies. Et lui, comment il sait sur quelle propriété il faut appliquer le truncate là? Ou bien il prend juste la colonne où il voit plus de caractères. Comment ça se passe là? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu. Ouais, je disais en fait le deuxième argument de la fonction show là. Oui. Comment il choisit comment il choisit la colonne sur laquelle il va appliquer son truncate? En fait, ouais. Bon, il va l'appliquer sur tout le data frame, en fait. Ah, ok, d'accord. Parce que Voilà. là, tout à l'heure, j'ai vu qu'il avait appliqué juste sur le name, quoi, par exemple. Oui, en réalité, c'était juste sur le name où il y avait en fait ce problème. D'accord, Voilà. d'accord. Maintenant, si on l'avait sur plusieurs colonnes aussi, il allait en fait résoudre ça sur toutes ces colonnes. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. Maintenant, la deuxième possibilité de faire des selects, là, vous allez voir qu'on a utilisé des noms en string. Voilà, ça, c'est du pur string. Là, on a la possibilité d'utiliser call. Maintenant, call, ce qu'il faut savoir, c'est en fait une fonction Spark qui permet en fait de spécifier la colonne. On avait certes la possibilité de mettre directement string, mais si tu mets call, voilà, après on va le voir, tu as en fait la possibilité d'appliquer directement dans ça toutes les fonctions applicables sur une colonne. Normalement, si je fais ça, vous allez voir qu'il y a plein de fonctions qui vont venir. Maintenant, toutes ces fonctions, c'est des fonctions que tu peux appliquer sur les colonnes. Voilà, il va y avoir des substrings, tous ces genres de choses. Maintenant, ça, tu ne peux pas l'avoir ici. Là, tout ce que tu peux avoir, c'est sélectionner ces colonnes. Mais là, si tu mets un call devant, tu as la possibilité d'appliquer une fonction et on va le voir sur la troisième partie ici, où par exemple, j'ai appliqué un alias ID, par exemple. Et ici aussi, j'ai appliqué un split même sur la partie colonne. Bon, j'ai pris la partie name, j'ai fait un split sur les virgules. Et il y a la fonction getItem dans Spark qui te permet, si tu fais un split, tu vas te retrouver avec une liste. Donc, ça va être le premier élément, ça va être le deuxième élément. Donc, le getItem, il te permet de soit récupérer le premier ou bien le nombre d'éléments que tu veux. Donc, si je mets 0, ça veut dire que je vais récupérer que, en fait, le nom, le first name, comme j'ai dit ici. Voilà. Et je peux aussi appliquer une autre fonction comme substring. Voilà, j'ai fait callSex et j'ai fait substr 0, 1 de la asSex. Voilà. Et le show, ça a montré que voilà. Maintenant, le first name, c'est juste le premier élément. Et le sexe, ce n'est plus au fait, le sexe au complet, mais plutôt la première lettre. Voilà, juste pour vous dire qu'en fait, on a la possibilité d'utiliser le call. Et si on utilise ce call, voilà, on aura aussi la possibilité de faire des pré-traitements sur ces colonnes. Ça aussi,
c'est bien. Maintenant, pour cette partie, voilà, string aussi, voilà, l'autre possibilité qu'on a par rapport à ça, si aujourd'hui on veut faire ces mêmes pré-traitements sur les colonnes, mais voilà, avec cette envie de ne pas utiliser col, mais plutôt de travailler sur les strings, il faut juste faire un select EXPR expression. Donc, si tu fais ça, tu as la possibilité pour les personnes qui ont des backgrounds SQL, voilà, de pouvoir faire les choses qu'ils ont l'habitude de faire avec soit Hive ou SQL, etc. Donc là, directement, j'ai fait un percentage ID as ID dans le string, alors qu'ici, il n'y a pas de call, mais c'est le expert qui me donne cette possibilité. Là, j'ai aussi fait le split et j'ai récupéré cet élément toujours dans le string. J'ai fait le subster toujours. Voilà. Mais bon, voilà, pour les personnes qui ont un background SQL, ça va être très familier. Et voilà, c'est en fait ce que je disais tout au début. Donc, que tu sois vraiment quelqu'un qui est bon en SQL ou quelque chose comme ça, très facilement tu peux l'utiliser parce qu'il y a toutes les possibilités dont vont te permettre Spark à vraiment utiliser ce background que tu as et faire du Spark. Maintenant, ça, c'est les mêmes outputs, mais on a des approches différentes. Donc ça, c'est comment sélectionner. Je crois que c'est bon. Maintenant, par rapport à je sais pas, pour renommer peut-être une colonne, là, il y a une fonction useColumn rename, voilà, qui prend deux paramètres. La colonne a renommé et aussi, en fait, le nouveau nom. Donc, c'est ce colonne-là que peut-être vous pouvez utiliser si vous voulez vraiment renommer des colonnes. Si vous voulez ajouter une nouvelle colonne, là, il y a une fonction useColumn aussi qui est mise en place par Spark. Et il faut juste faire spark.useColumn. Et si tu le fais, cette fonction, ça prend deux arguments. Ça prend deux arguments. Le premier argument, c'est le sexe. C'est le nom, en fait, le nom de cette nouvelle colonne que tu veux ajouter. Et la deuxième partie, c'est, en fait, qu'est-ce que tu veux ajouter dans cette colonne. Et là, nous, on lui dit que ce qu'on veut, c'est que tu vas prendre call sexe et tu me récupères le premier élément. Tu vas me mettre ça dans la colonne sexe formatted. Et si je fais un show, un display, on va voir qu'effectivement, il y a cette nouvelle colonne qui va être créée un peu là, mais avec un format différent, avec juste en fait, les M. Donc là, on a ajouté en fait une nouvelle colonne avec quelque chose qu'on veut. Maintenant, ici, tu peux mettre tout ce que tu veux. Hein. C'est à toi de voir. Peut-être il y a un aspect plus avancé. Voilà, ici peut-être. Là, là, par exemple, vous allez voir que voilà, c'est juste simple. Hein. Tu prends juste les premiers caractères voilà, et tu les mets dans cette nouvelle colonne. Maintenant, si on voulait peut-être conditionner ceci, on veut créer une nouvelle colonne E majeure. Donc, E majeure, si la personne est plus grande ou bien a, disons, 18 ans, ou bien plus de 18 ans, elle est majeure. Si elle a moins de 18 ans, voilà, on peut dire qu'elle n'est pas majeure ou bien qu'elle est mineure. Mais voilà, majeur signifierait 1 et mineur signifierait 0. Et dans ce cas, c'est toujours le même principe. On a toujours useColumn avec le nom. Maintenant, dans cette partie, ce qu'on va mettre dans cette colonne, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la fonction when. Donc, when, c'est une fonction quand même aussi qui va être beaucoup utilisée pour les conditions. Donc, le when, c'est comme un if. Hein. Donc, on lui dit if call edge est greater or equal than 18. Et là, on lui met 1. Otherwise, pour dire sinon, 0. En fait, c'est juste la manière à Spark voilà, de faire du if-else. Bon, sans écrire du if-else, bien sûr. Donc, le if-else, son équivalence en Spark, c'est when and otherwise. Et si aujourd'hui, vous dites when call, donc je peux lancer comme ça, vous allez voir. Je ne sais pas si ça sera visible. Mais si je dis when quelque chose, when call peut-être est égal à 1 et que je ne mets pas otherwise, ce qu'il va faire, c'est que là où cette condition est vraie, il va mettre 1. Et là où ce n'est pas vrai, il va mettre des nuls. Donc, le otherwise est très important si vraiment on ne veut pas avoir des nuls. Donc là, on a des 1 et des 0. Si je n'avais pas mis de otherwise,
je n'avais pas mis de otherwise, on va voir que voilà, on a des 1 et des nuls. Donc les 0 ne sont plus là, mais des nuls. Donc le otherwise, il faut vraiment toujours le mettre. Et quelque chose d'autre aussi, on peut toujours imbriquer hein, les when et les others là. Par exemple, je pouvais venir dans le 0 là. C'est comme des if-else. Il faut juste le prendre comme ça. Et mettre à l'intérieur when encore et faire un autre test. Dans ce cas, ça va être si âge est plus grand que 18, tu vas mettre 1. Otherwise, je mets aussi un when, ça veut dire que je mets aussi un if. Je fais un autre test, etc. Je peux imbriquer autant de when que je veux. Voilà, il suffira juste peut-être de bien comprendre ce qu'on va faire pour ne pas en fait avoir des problèmes syntaxiques. Maintenant, pour l'application des filtres, voilà, Spark aussi nous donne la possibilité d'utiliser deux fonctions, filter et where. Voilà, c'est des fonctions identiques, hein, ils font la même chose. Voilà, c'est juste que en fait le where a été mis en place pour plus en fait donner à ces experts SQL la possibilité de se familiariser à Spark, parce que eux c'est where qu'ils connaissent. Donc, mais n'empêche, il y a filter et where, mais c'est la même chose, exactement la même chose. Donc, on peut utiliser filter. Et dans filter, on met en fait ce qu'on veut filtrer. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on dit qu'on veut que la colonne E majeure soit toujours égale à 1. On ne filtre que sur les majeurs en fait. Et là, si on lance, on va voir que voilà, on n'a que les majeurs. Donc, il n'y aura que des 1. Il n'y aura ni 0 ni nul. Ça, c'est sûr. Voilà, donc c'est comme ça qu'on filtre. Maintenant, tu peux utiliser filter ou tu peux utiliser where. Et voilà, j'ai mis exactement la même condition pour dire que voilà, tu peux avoir les mêmes résultats avec la même fonction. Donc là aussi, c'est égal à 1 pour avoir que les personnes qui sont majeures. Une autre possibilité aussi pour les personnes qui sont à l'aise avec SQL, tu peux, au lieu d'utiliser le call qui est là, utiliser en fait le string. Voilà. Maintenant, si tu utilises le string, tu vas lui dire where est majeur est égal à, et 1, tu le mets entre codes. Voilà. Pour les personnes qui sont familières à SQL aussi, voilà, ils savent que c'est comme ça que la chose se présente. Donc, tu as en fait ces deux possibilités. Et ça, tu peux l'utiliser aussi pour filter aussi, hein, que ce soit where ou filter. Tu peux toujours mettre un string et ne pas utiliser les calls, mais juste mettre directement une chaîne de caractères pour en fait filtrer. Voilà, cette partie nettoyer les valeurs nulles. Donc, dans Spark, on a cette fonction, on a fill, qui est vraiment très, très important. Là, je lui dis, ça c'est le data frame toujours, hein, je lui dis .na.fill pour lui dire que tu me files tous les NA à 0. Donc, tous les NA, tu les mets à 0, mais tu te limites juste sur cette colonne, cabin. Donc, cette fonction prend deux arguments. En fait, ce que tu veux, la valeur que tu veux en fait remplacer et les colonnes qui seront concernées. Et normalement, si j'ai lancé, bon, je l'ai lancé déjà, si on va dans la cabine, on va voir qu'à la place des nuls, il met maintenant des 0. Maintenant, je vais attirer un peu votre attention sur ça. En fait, ça, c'est quand même possible parce que cabine est du type string. Donc, elle est du type string avec un string. Voilà, automatiquement, Spark, il va le faire sans problème. Voilà, mais ça, on peut le tester. Hein. Si je mettais un 0, voilà, le 0 là, c'est pas du type string, alors que cabine est du type string, il ne va pas fill. Voilà, vous allez voir que cabine, les nuls sont revenus. Il ne va pas fill. Lui, en fait, il détecte automatiquement le type que tu veux mettre dans cette colonne et le type de cette colonne. Donc, si ça marche, pour lui, c'est OK. Si ça ne marche pas, voilà, il ne va pas vraiment faire ce que tu veux. Respectez ça. Cabine est string, donc ce qu'on veut fill doit toujours être string. Là, c'est le NA drop. Donc là, c'est pour enlever les NA. Bon, si on ne veut pas fill, on veut drop. Mais en se limitant juste sur en fait, cette colonne cabine. Là, si je fais fill sans sec, il va appliquer ça sur toutes les colonnes de type string. Voilà. C'est pareil pour ici. Maintenant, si je lui spécifie en fait cette colonne, ce qui va se passer, c'est qu'il va juste enlever les lignes où en fait
cabine et le type ENA. Il y a aussi cette fonction replace. Bon, c'est ENA. Mais ce replace-là, quand même, c'est... peut-être ça va vous aider si vous faites du hot encoding, je crois que c'est ça. Là où, par exemple, on va remplacer les femelles par 1, les mâles par 0, ou quelque chose comme ça. Là-bas aussi, tu lui donnes en fait la colonne où tu vas remplacer ça et tu utilises un map. Et dans tu me les remplaces par ça. Toutes les valeurs mâles, tu me les remplaces par ça, etc., etc. Donc, ça aussi, ça peut être vraiment utile. Voilà, pour ceux qui font des modèles machine learning et s'ils veulent vraiment faire du hot encoding. Voilà, c'était tout pour cette partie ENA. Maintenant, pour la partie des agrégations, bon, nous qui calculons les KPI, on sait que les agrégats, voilà, on en fait toujours. Et les agrégats à Spark, ce n'est pas trop compliqué. Donc, il y a toujours cette fonction group by qui est utilisée comme une requête SQL. Hein. Donc, il y a toujours select. Voilà. Après, il y a group by et voilà. Et peut-être la liste de by. Donc, ici aussi, c'est presque la même chose. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit que le data frame, c'est full dev. Donc, on fait un group by sur la colonne P class. Et on va compter toutes les lignes, mais on va aussi les renommer à CNT. Au-delà de ça, on va aussi calculer le mean des survived as average. Et après, on va ordonner sur cette colonne. Donc, on va tout faire ça. Tout faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents steps. Donc, il y a un group by déjà qui est fait. Il y a aussi un agrégat. Donc, après le group by, c'est l'agrégat qui suit. Maintenant, dans l'agrégat, vous allez voir que on a tous ces deux choses-là avant le order by. Voilà. Donc, il y a un group by P class. Et dans agrégat, tu peux mettre ici toutes les fonctions d'agrégat que tu veux. Donc là, on va compter et calculer le min. Et après, ordonner par P class. Et si tu vois, voilà, on va te dire que pour toutes les P class 1, voilà, il y a, en average, il y a 0,6 survivants. Et au total, il y en avait 216 patients, 216 personnes. Donc, il y avait 216 personnes dans la partie P class 1. Voilà. Maintenant, on peut aussi voir un autre type d'agrégat. Là, j'ai agrégé sur le sexe. Là, c'était sur les P classes. Là, c'était sur les sexes. Bon, peut-être pour juste voir les personnes qui sont les plus susceptibles de survivre ou bien de mourir. Déjà, on voit nettement que pour les femmes, voilà, il y en a 314. Au total, il y en avait. Voilà, ils sont plus susceptibles de vivre hein, voilà, par rapport aux hommes. Donc, pratiquement tous les hommes sont morts. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il faut l'expliquer? Peut-être les hommes étaient trop glands, là, on dirait. Ah, on dirait. Hein. Ah oui, c'est bien. Ils ont préféré mourir que laisser les femmes mourir. C'est bien ça. Voilà, donc là, c'était plutôt statistique, mais c'est presque les mêmes requêtes. Donc, on fait un groupe by sur une colonne et après, on agrège par rapport aux fonctions d'agrégat. Maintenant, pour ces fonctions, il y a count, hein, il y a min, il y a sum, il y a count distinct. Bon, je ne crois pas que j'ai utilisé sum ici, mais voilà, il y a toutes ces fonctions. Et ça y est dans la documentation. Après, il va falloir le parcourir pour en fait avoir tous ces éléments. Voilà. Maintenant, il y a aussi cet aspect de faire des agrégats avec des fonctions, avec une condition. Maintenant, ça, bon, c'est quand même utile. Voilà. C'est vraiment utile même, je vais dire. Parce que, par exemple, là, vous allez voir que si je fais group by sex et agrégat, voilà, là, les fonctions que je vais appliquer, ça va s'appliquer sur toute la data frame. Par exemple, si je fais un count étoile, ça va compter toutes les femmes qui ont été, en fait, dans ce bateau, mais qui sont de sexe female, for instance. Si je fais l'average, c'est la même chose. Maintenant, avec Spark, tu as la possibilité de conditionner ceci. Par exemple, je lui dis, je ne veux pas compter toutes les lignes,
mais je veux compter que, en fait, les femmes qui ont été sur le P classe 1. Donc, voilà, là, tu ne te limites pas juste de faire des agrégations sur tout le data frame, mais voilà, tu conditionnes en fait la chose. Et un exemple que j'ai donné ici, bon, je vais essayer quand même de formater encore un peu plus pour que ça soit plus lisible. J'ai fait un groupe by sur sexe et P class cette fois-ci. Je crois que c'était pour en fait plutôt mettre en évidence cette partie agrégat. Voilà, ça va être comme ça, un peu plus lisible. Voilà, maintenant, ce que j'ai fait un groupe by maintenant sur 2 colonnes. Maintenant, tu peux faire groupe by sur autant de colonnes que tu veux. Hein. Il suffit juste que cette colonne soit dans ce data frame. Si ce n'est pas le cas, il va te renvoyer des erreurs. Maintenant, j'ai fait groupe by sur ces 2 colonnes. Et pour l'agrégat, je lui dis, je vais compter toutes les lignes et calculer la moyenne des survivants. Après, je le classe par ordre de P classe. Et l'output va être ça. Donc, pour P classe 1, il y a ces males et ces femelles. Il y en avait 122 hommes, il y en avait aussi 94 femmes. Et voilà, comme toujours, il y a les femmes qui ont plus survécu que les hommes, etc. Donc, ça, c'était pour mettre en valeur ça. Maintenant, pour le conditionnement, je vais changer cette partie-là et y ajouter une nouvelle colonne que vous allez voir. Donc, j'ai fait toujours un groupe by. Maintenant, pour l'agrégat, ça va être un peu long, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait un count, à moins que je le fais comme ça. Voilà, j'ai fait un new. Il ne faut pas avancer, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait un groupe by sur sexe P class hein, comme avant. Et j'ai fait un agrégat. Comme avant aussi, j'ai fait un count de tout. Maintenant, je vais refaire un count, mais cette fois, je vais lui dire que je ne veux pas faire un count sur toute la data frame. Maintenant, ce que je vais lui dire, je vais lui dire que j'ai fait un count. Maintenant, j'utilise encore le when pour lui dire que je ne veux faire le count que si, en fait, la colonne survived est égale à 1. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me compter les passenger ID si et seulement si le colonne survived est égal à 1. Donc là, on n'aura que les counts survived, alors qu'avant, on n'avait pas cette possibilité. Donc, on pouvait faire un groupe by agrégat, mais par exemple, pour avoir le count des survived, il fallait déjà filtrer par cette colonne sexe, dans cette colonne survived, avoir les personnes qui ont survécu et après faire un count ou faire un groupe by. Mais là, automatiquement, dans cet agrégat, tu peux faire des counts ou ne pas le faire. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Donc, je vais le lancer. Bon, ça va me sortir des graphes. Voilà. Ça, c'est propre à Databricks. Hein. C'est pas Apache, c'est pas Spark. C'est vraiment Databricks. Voilà. Maintenant, vous allez voir que actuellement, il va m'ajouter une nouvelle colonne. Toujours une colonne d'agrégat, hein, mais avec cette condition. Donc, le nombre que vous allez voir là, en fait, c'est le nombre de personnes qui ont survécu. Ça, c'est le nombre total de personnes. Donc là, ce qu'on a, c'est que sur le P classe 1, pour les hommes, il y en avait vraiment 122 et il y en a 45 qui ont survécu. Pour les femelles, il y en avait 94 et il y en a 91 qui ont survécu. Donc ça, cette possibilité quand même, c'est en fait ce conditionnement qui nous donne cette possibilité. Donc c'est vraiment quelque chose à appréhender parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant si on veut vraiment faire des agrégations sur ces données. Maintenant, les UDF, bon, parce que je crois qu'il y a la partie join qui reste. Et peut-être on peut terminer avec ça. Donc, les UDF c'est User Defined Functions.
comme on a vu, hein, il y a des counts distincts, des sommes, etc. Ça, c'est des fonctions propres à Spark. Maintenant, Spark, voilà, il te dit que peut-être toi, tu as envie d'utiliser une fonction qui n'existe pas dans, je sais pas, dans mon catalogue. Dans ce cas, peut-être toi, il va falloir que tu crées ta propre fonction. Tu l'inscris en fait dans en fait, Spark, dans le catalogue Spark, pour pouvoir l'utiliser dans tes agrégats ou quelque chose comme ça. Et c'est ça, en fait, les UDF. Donc, tu vas définir tes propres fonctions et tu vas les utiliser comme... Mais toujours dans les best practices, on va vous dire que si vous avez la possibilité d'utiliser des fonctions natives de Spark, il faut le faire. Et ne pas vraiment compter sur les UDF. Il connaît ses fonctions, il les comprend. Côté optimisation, il sait. Voilà, mais si tu crées ta propre fonction, voilà, Spark peut avoir du mal à vraiment voilà, mettre ta fonction dans cette chaîne d'optimisation, quoi. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment recommandé d'utiliser les fonctions natives de Spark. Même si tu dois faire plusieurs combinaisons, c'est toujours mieux. Maintenant, pour les UDF, voilà, on a la possibilité d'utiliser une fonction UDF. Après avoir défini notre propre fonction Scala, on peut définir dans Spark en utilisant cette fonction UDF. Donc, tu mets UDF et à l'intérieur, tu mets ta fonction. Ça, c'est une première. La deuxième, c'est en fait de la déclarer comme ça. Et si tu la déclares comme ça, et comme ça, c'est la même chose. La différence est juste que cette possibilité, dans ce cas-ci, tu auras la possibilité de l'utiliser dans une requête SQL, si tu veux faire du Spark SQL. Alors que dans cette partie, tu n'as la possibilité que de l'utiliser avec les data frames. Mais dans cette partie, avec ce nom-là, ce nom que tu as mis là, tu peux mettre ça dans une requête SQL. Donc après, on va voir comment on peut lancer une requête SQL avec Spark. Pardon. Maintenant, en guise d'exemple, j'ai défini une fonction. Parce que ce que je voulais faire, c'est déjà, je voulais avoir une table qui me permettrait de faire la jointure entre cette table Titanic et une autre table. Donc, je n'ai pas trouvé dans le net une table qui me permettait de faire ça. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais créer une table où il y aura quelques ID de la table initiale et une colonne nationalité où je vais en fait remplir avec quelques pays en fait. Donc, c'est pourquoi même j'ai créé cette fonction. Cette fonction, qu'est-ce que ça fait? Elle prend en entrée un array de string et il va me renvoyer un des éléments au hasard. C'est tout ce que ça fait. Parce que ce que je veux, c'est que je veux, pour cette colonne, je vais lui donner juste une liste de pays et automatiquement, il va remplir la colonne avec un des éléments au hasard. Donc, maintenant, j'ai défini cette fonction. Ça prend en entrée un array, comme j'ai dit, et ça renvoie un élément au hasard. Donc, il y a le random voilà, qui permet de choisir un élément au hasard. Maintenant, j'enregistre ce numéro en tant que fonction Spark avec cette fonction UDF. Voilà, donc sous ce nom random field. Donc, j'ai aussi le random field 2 sous ce format. Donc, c'est là, comme j'avais dit, c'est la même chose. Juste que je vais y ajouter ça et ajouter un nouveau nom. Et ce nom-là, ce qui me permettrait peut-être, si je veux utiliser cette même fonction dans une requête SQL, de pouvoir l'utiliser. Donc, je crois que j'ai lancé apply random. Donc, il y a quelque chose que j'ai omis. Quelque chose que j'ai omis. Il y a un seul que je n'ai pas lancé. Je vais voir. Ok, on dirait que je n'ai pas importé import Scala random.
Essayez de le voir. Voilà, donc c'est cette ligne que j'avais omis. C'est la fonction là donc, que je ne vais pas importer. Voilà. Maintenant, c'est ça ma fonction. Et là, je peux l'appliquer. Maintenant, ce que j'ai fait, bon, c'est toujours dans ce but hein, d'avoir un deuxième data frame pour faire la jointure. Donc, j'ai fait un sample de 0,3. Donc, je prends juste 30% des données. Et je ne récupère que la colonne passenger ID. Et ce que j'ai fait après, j'ai défini une variable liste où je mets les pays que je veux alimenter sur ma colonne nationalité. Maintenant, ce que j'ai fait, je prends cette data frame-là, ce sample qui est là. Je crée une nouvelle colonne country et j'utilise ma fonction random field. Et dans ma fonction, je lui donne en fait cette liste, la liste nationalité, quoi, qui est là, qui contient tous les mois, tous les pays que j'ai listés ici. Maintenant, ce que ça va faire, ça va, pour chaque ligne, il va au hasard récupérer un élément dans cette liste et mettre ça en fait dans cette ligne. Donc, comme vous le voyez ici, après show. Donc, pour chaque ID, il va y avoir au hasard un élément de cette liste country qui sera alimenté ici. Donc, c'est juste en fait en guise d'exemple de jointure. Donc, il ne faut pas trop... Là, c'est la deuxième fois que j'ai utilisé. Donc, c'est les mêmes outputs. Voilà. Maintenant, pour la jointure dans Spark, voilà, il y a tous ces jointures que vous pouvez faire, que vous connaissez déjà. Hein. Donc, il y a le left, il y a le right, il y a le full, pour dire le outer join et tout. Il y a le inner, l'intersection. Il y a le semi. Voilà, le semi, voilà, ça récupère. Voilà, ces deux-là, ils se ressemblent peut-être beaucoup en termes de structure, mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Voilà, le semi, ça permet en fait de récupérer, déjà, en termes de structure, ça ne contient que les colonnes du data frame de left. Et là, ça contient les data frames du left et du right en même temps, mais sur toutes les données qu'ils ont en commun. Là, il va certes considérer les données qu'ils ont en commun, mais il ne va récupérer, il ne va en fait nous donner que les colonnes du data frame de left. Donc, les colonnes du data frame de right, vous n'allez pas les avoir dans cet aspect. Et vous allez voir ça dans l'exemple qui va suivre. Un taille aussi, c'est la même chose. Ça, vous n'allez avoir que en fait les éléments de A qui ne sont pas dans l'intersection et qui, en fait, et la structure qui n'aura qu'en fait les colonnes de la table de left et pas des colonnes de right. Et pour ça, voilà. Et pour la jointure, dans Spark aussi, il y a cette fonction join. Join, ça vous permet de joindre deux data frames. Il me dit qu'il ne connaît pas nous data frame. Attends, je lance ça. Sinon, il faut que je run nous data frame. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas run là, apparemment. Voilà. Voilà, c'est bon maintenant. Maintenant, vous pouvez voir que, en fait, ce que j'ai fait, pour la jointure, ça prend en argument le deuxième data frame. Ensuite, la liste, si tu veux, hein, des colonnes ou bien des clés de jointure et le type de jointure. Maintenant, voilà, vous pouvez voir le sec, il y en a un seul élément. Cela veut dire qu'en fait, tous les deux data frames ont pour clé passenger ID. Donc, si ça figure dans le premier et dans le deuxième, c'est bon, tu peux mettre un sec. Mais si en fait les clés étaient de noms différents, voilà, j'ai fait l'exemple ici. C'est comme ça qu'il va falloir structurer en fait, les clés. Donc, tu mets un join toujours, la deuxième data frame, tu mets la clé de cette première data frame et tu dis égal pour dire que tu fais la jointure sur ces deux éléments et tu mets le nom de cette deuxième data frame et le nom de la colonne. Ensuite, tu mets le type. Donc, il y a ces deux possibilités. Voilà, ces possibilités, quand même, ça peut vous faciliter la vie si vous avez les mêmes noms de colonnes. Mais si ce n'est pas le cas, vous serez contraint soit de renommer avant d'utiliser ça, ou bien voilà, d'utiliser juste ça quoi, pour avoir ce que vous voulez. Maintenant, le left, là, c'est le left.
pour dire voilà, qu'on veut ce cas-ci, mais vous pouvez faire le outer, le right ou tout ce que vous voulez. Maintenant, voilà, il y a ça aussi que j'ai écrit quand même pour que vous puissiez voir toutes les possibilités de jointure. Et là, il y en a tout. Il y a juste des exemples left-right de data frame que j'ai mis en place au hasard. Voilà. Maintenant, il y a le inner, il y a le full, il y a le right, il y a le left, il y a le semi et il y a le untie. Et vous pouvez voir que déjà, voilà, il n'y a que 2 colonnes là. 2 colonnes. Alors que, voilà, normalement, si on parle de jointure, très naturellement, pour les left et les outer, on en a 3. Parce que le ID, c'est le même, mais ce value-là, ça vient du data frame 1 et le value-là, ça vient du data frame 2. Mais dans ces 2 cas-là, le data frame 2, voilà, on n'a pas besoin de ces colonnes. Voilà, pour les jointures, c'est ça. Maintenant, vous pouvez voir la liste ici. Hein. Bon, j'ai fait voilà, exprès de ne pas mettre le type de jointure, un type de jointure qui est bon. Voilà, j'ai mis le, ça n'existe pas. Comment vous dire, unsupported joint type LE. Et il va vous lister en fait les supported ones. Donc là, il y a les inner, les outer, full outer. Et voilà, vous allez vous dire que voilà, il y en a beaucoup, hein, mais en réalité, inner c'est inner, comme on a dit en haut, mais outer et full outer, c'est la même chose. Left outer, left outer, right outer, c'est la même chose. Left semi, c'est la même chose, etc. Donc il y a en fait des doublons qui sont là. Mais ils font tous la même chose. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, peut-être la dernière partie, c'est le Spark Square, finalement. Maintenant, pour cette partie, c'est en fait pour vraiment permettre aux experts Square de pouvoir faire du Spark sans pour autant utiliser tout ce qu'on a dit en haut. Tous ces charabia-là, bon, vous pouvez, pour une personne qui ne sait que faire du Square, sans passer, quoi. En fait, il y a cette fonction spark.sql qui te permet en fait de mettre une requête quelconque. Parce que si vous voyez ça, on l'avait vu en haut, hein, j'avais fait cette même table, mais avec des data frames, en utilisant des group by, aggregate, etc. Maintenant, si tu es bon en SQL, tu peux juste faire un spark.sql et à l'intérieur, tu mets ta requête. Là, j'ai mis un select sex, class, count, etc. Comme si en fait j'étais bon en SQL. Et j'ai mis la requête. Et là, tu as un data frame. Si tu le lances, tu as le même output, exactement le même que ce qu'on avait en haut. Donc ça aussi, ça facilite beaucoup pour les gens qui vraiment ont une bonne base en SQL. Donc vous pouvez tantôt switcher ici ou bien aller vers les data frames. C'est à vous de voir. Maintenant, la dernière chose que je voulais dire, c'est que voilà, vous pouvez le voir comme ça. Ça semble être voilà, cool, certes. Mais le problème en est que maintenant, que si aujourd'hui vous faites une erreur dans cette chaîne de caractères, voilà, vous ne pouvez le savoir que lorsque en fait, le programme va commencer à se lancer. C'est ça le seul souci. Donc, il faut être vraiment attentif par rapport à ce qu'on écrit. Parce que si c'est un data frame, par exemple, plus intelligible, je sais que si je fais un data frame point group by, si je n'écris pas bien le group by, automatiquement, il me le signale. Si je fais un agrégat, je n'écris pas l'agrégat correctement, automatiquement, il me le signale. Donc, je peux le corriger avant même de passer à l'exécution. Mais là, tu n'as pas cette possibilité. Donc, ça va se lancer et après, tu vas voir qu'il y a des erreurs. Mais n'empêche, si tu es bon, pour moi, ça peut te faciliter la vie. Maintenant, la dernière partie que j'avais décidé de mettre, bon, je l'ai oublié, c'est la partie où on pouvait écrire un data frame, bien sûr. Maintenant, bon, on peut juste essayer. Hein. On peut essayer peut-être de finaliser. Qu'est-ce qu'il me dit? Table overview not found. Il a raison. Oh, je suis désolé, je n'ai pas expliqué cette ligne. Cette ligne, ça vous permet, en internant dans Spark, de pouvoir créer voilà, des temp views. Donc, en réalité, si je lance cette requête, Spark va faire de sorte que je vais avoir une table database hein, que vous avez l'habitude d'utiliser qui s'appelle FullDef.
Et c'est ce qui va vous permettre en réalité de pouvoir lancer ça. Donc, il faut d'abord ça. Si en fait on n'est pas connecté à Hive, bien sûr, mais si on est connecté à un Hive Metastore, là, on peut lancer ça directement. Mais si tu travailles avec des data frames, bien, si tu as peut-être lu un fichier CSV, après, voilà, tu ne peux pas utiliser les fonctions de data frame. Ce que tu vas faire, c'est que tu lis ton fichier CSV comme on a fait tout au début. Après, tout ce que tu fais le full def.create or replace theme view. Et tu lui donnes un nom. Maintenant, ce nom-là, ça va être le nom, en fait, de la table, comme dans un database. C'est ce qui sera là. Et à partir de là, tu peux vraiment lancer des requêtes SQL, etc. Voilà. Donc, je crois que globalement, c'était ça. Peut-être l'écriture, je ne vais pas ajouter. On peut peut-être y ajouter. Parce qu'en fait, si je vais y ajouter, il y aura d'autres notions que je vais devoir discuter. Donc, Ok. L'écriture, c'est l'écrire là, c'est dans le sens de sauvegarder ou bien. exactement, de sauvegarder l'output, en fait. Ok. Voilà, donc vous pouvez le sauvegarder sous format soit CSV ou tout ce que vous voulez. Maintenant, bon. Maintenant, une question, si on travaille dans le cloud, voilà, quand on sauvegarde, ça va aller où? Ça sera sauvegardé dans le cloud quelque part où on peut récupérer et peut-être télécharger en local ou bien on a la possibilité de spécifier, disons, le chemin vers, disons, un dossier en local. Oui, ça c'est une très bonne question. Parce que côté Databricks, je ne saurais le dire. Bon, je sais que... Si on est, par exemple, dans une plateforme Big Data en mode cluster et avec Hadoop installé, si vous écrivez en fait votre data frame, ça va être stocké dans HDFS en réalité. Maintenant, ici dans Databricks, je crois bien que il y a la possibilité en fait d'écrire ton data frame. D'écrire ton data frame, mais ça va être dans le DBFS. Là, c'est outil que j'expliquais tantôt là, qui permet en fait de stocker les données dans Databricks. Ah, d'accord, c'est clair. Ouais. Voilà, oui, je crois que c'est là-bas que... Bon, je n'ai pas essayé, mais je crois bien que c'est là-bas où ils vont en fait stocker la donnée ou quelque chose comme ça. Mais n'est-ce pas, après ça, on peut le loader. Hein? Une fois que les données sont stockées là-bas dans le DDS, comme vous dites, n'est-ce pas, on peut l'importer en local. Si on pourra le télécharger, quoi. Exactement. Bon, là, je ne saurais pas peut-être le dire. Peut-être il va falloir que je check parce que, bon, pour les notebooks et tout ça, je parviens à les télécharger. Mais si c'est dans DBFS, quand même, bon, je ne sais pas si on a la possibilité. Surtout qu'on est en mode community, voilà. Parce que je vois un bouton là en haut à droite avec le signe de comme télécharger en local, quoi, download. Peut-être on peut tester, choisir un fichier et cliquer sur ça. Parce qu'en général, je pense que voilà, ça doit être possible quand on... Mais je voyais des fichiers images, par exemple, que tu as ouverts. Ah, ok. Oui, ça est là. Ok, ouais, exactement. Par exemple, on choisit juste un fichier, voilà, peut-être pas lourd, Titanic CSV ou Titanic Text et cliquer sur ça pour voir. Tu as vu le bouton dont je parle? Non. Ah, ouais, juste. Ah, ouais, tu es là-bas. C'est le bleu ici. là. Ouais, ou bien. Ok. Ça c'est le bouton de téléchargement de Opera, d'accord. quoi. Donc, Le télécharge. Ok, je pensais que c'était pour. Bon, peut-être pour Mais ça. on peut vérifier après. Oui, Et je voilà, pourrais faire un check. Je pourrais faire un check après et je vais vous revenir, quoi. Ouais. Ok. C'est mieux, oui.
Ouais. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment vu beaucoup de choses très intéressantes et il faudra du temps pour tout digérer, quoi. Ah ouais. En fait, il y a beaucoup d'informations autour de Spark. Ouais, Là non, c'est très intéressant. pour dire vrai, il est 20%. Ouais, surtout que c'est dans le cloud, voilà, c'est quelque Wiri chose wiri, de sans- Voilà, je ne sais pas si tu veux aborder le ride ou bien pour moi c'est déjà suffisant, hein. C'est déjà suffisant, vraiment. On a, on a appris beaucoup de choses et voilà, je vais devoir même séparer les vidéos, mettre une première partie intro à Scala, une deuxième partie Spark Theory. Voilà, c'est la présentation là et une troisième partie Spark pratique. Donc, je vais partager ça sous voilà, trois vidéos. Voilà, comme ça, ce sera plus facile à exploiter par ceux qui n'étaient pas avec nous. Mais c'est extrêmement riche, hein, extrêmement riche. Et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas aussi, c'est facile de reproduire tout ce qui a été fait parce que c'est dans le cloud. On a déjà partagé la vidéo qui permet aux gens de bien voilà, préparer le terrain. Donc, voilà, je ne sais pas si les autres aussi, n'hésitez pas à intervenir, donner vos impressions sur la session. Voilà, comme ça, on va clôturer et discuter peut-être des prochaines, disons, possibilités. Les impressions de la part voilà, des participants, n'hésitez pas. Vraiment, merci beaucoup à M. Fall. Je pense que mon week-end Merci est à vous. gagné. J'ai tellement appris. Vraiment, un très, très grand merci. J'ai beaucoup appris. Vraiment, c'était très, très intéressant. Merci. OK, merci Emma. Donc, on va aussi partager le lien GitHub voilà, qui va permettre d'avoir voilà, ces notebooks-là qui ont été préparés dans le cadre voilà, de ce webinaire. Et c'est sûr aussi il y aura des suites, surtout pour Spark, Python, avec aussi Spark avec R. Parce qu'aujourd'hui, on a fait du Spark avec Scala et un peu de SQL. Et ça, c'était une opportunité pour nous initier à Scala parce que c'est un langage peut-être qui n'est pas trop courant aux utilisateurs de Python ou bien de R. Donc, c'est pourquoi on avait opté, voilà, faire la session d'aujourd'hui avec Scala pour découvrir Scala en même temps. Voilà, mais on compte bien poursuivre avec un autre webinaire, Spark avec Python et voilà, Spark avec R. Et pourquoi pas après Hadoop, si on a un expert qui s'y connaît, ce serait aussi un plaisir. Comme ça, on aura assez d'outils de data engineering et les data scientists vont venir après pour effectuer la modélisation. Voilà. Bon, peut-être, Ibrahim, on peut juste... ouais, tu n'es pas obligé d'aller à fond, puisque tu as dit qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Juste, voilà, basic pour sauvegarder. Oui, je voulais juste tester, en fait, est-ce qu'ils vont mettre ça dans... Ah, dans le DB Oui. FS. Voilà. Effectivement, ils l'ont mis dans le... OK. Maintenant, bon, comment télécharger ça quand même? Voilà, Ouais, je vais là, faire un... si. Si, en fait. Voilà. Mais voilà, pour l'écriture, quand même, c'est ça le syntaxe, quoi. OK. Maintenant, Mamadou, voilà, tu peux expliciter, voilà, pour réunir la communauté et partager les informations, parce que je ne connais pas trop Slack. Voilà, peut-être aussi c'est plus convivial et voilà, je connais aussi, je pense, c'est quel site web pour créer des trucs de meet-up, parce que là, notre WhatsApp va être plein
même aujourd'hui, parce qu'il nous restait juste 8 personnes pour atteindre les 450, je ne sais pas, 7. Donc, on a vraiment besoin d'une autre plateforme plus conviviale pour réunir la communauté, partager les informations. Si En tu fait, peux mettre le lien. OK, allez-y, allez-y. ok, comme j'expliquais, Slack, ça permet, par exemple, d'avoir une communauté là-bas où les gens pourront se retrouver, par exemple, partager des fichiers, partager des messages et tout ça. Après, bon, il faut vous passer le lien. Pour après, vous essayez de voir en profondeur. Vous pouvez, par exemple, avant de partir, laisser un fichier Excel où chacun mettra, je pense, son mail. Que vous aurez le Slack et que vous comprendrez comment ça se passe. Vous pourrez utiliser les gens qui sont présents ici et qui ont laissé leur mail pour après les envoyer une invitation pour qu'ils puissent rejoindre le Slack. OK. Comme ça, disons, là-bas, les gens ils pourront faire le retour par rapport au lien, par exemple, GitHub que les gens ils ont partagé ou les vidéos et tout ça. Et vous, par exemple, qui organisez les réunions, vous pouvez répondre aux gens ou faire passer des messages par rapport au Meet et tout ça. Genre, c'est juste pour permettre de réunir les gens dans une plateforme. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, donc je pense que peut-être Aboubakar peut laisser son email. Et voilà, comme ça, vous allez lui écrire un message et il va prendre les contacts des participants. Voilà, pour ceux qui sont dans le groupe, on va aussi partager le message et je pense qu'ils n'hésiteront pas à rejoindre voilà, cette plateforme pour plus d'échanges parce que WhatsApp n'est pas trop convivial, mais c'est, disons, la seule option que nous voyons pour le moment. Donc, on va essayer d'aller vers ces plateformes. Merci beaucoup pour la suggestion. Voilà, et encore une fois, merci beaucoup à notre formateur du jour. Hein. Vraiment, ça a été très, très riche en contenu. Les exemples ont été vraiment intuitifs et voilà, les explications très claires. Et certainement, il y aura d'autres sessions, comme je l'ai dit, hein, sur Spark, R et Python. Et j'en suis sûr que Fall n'hésitera pas aussi à venir nous appuyer. Voilà, même si ce sera en binôme, par exemple, voilà, avec R. Et voilà, pour le samedi prochain, nous voulons faire une introduction à Julia. Voilà, Julia, c'est un langage de programmation assez jeune, mais aussi, voilà, qui a beaucoup d'avantages hein, comparé aux autres langages de programmation, de traitement des données, surtout en termes de vitesse, voilà, en termes de vitesse de traitement. Voilà, c'est un langage jeune, mais nous voudrions bien nous initier à Julia. Comme ça, dans 10 ans ou bien 5 ans, quand Julia sera au top, on ne sera pas voilà, laissé en rade. Donc, c'est surtout dans cette perspective. Et voilà, merci à tous. Donc, s'il n'y a pas de... Voilà, on va laisser quand même Ibrahim donner le mot de fin avant qu'on se dise au revoir. Ibrahim? Oui, bon, déjà, ça a été un très grand plaisir hein, de partager. Bon, lorsque je faisais les notebooks, je me disais que voilà, peut-être ça allait se limiter sur les 2 heures de temps, mais là, je vois que ça a fait même plus de 3 heures. Ouais. Peut-être la prochaine fois, il va falloir mettre moins d'informations et tout ça. Sinon, ça a été vraiment très, très intéressant pour moi aussi, hein, l'expérience et tout ça. Bon, je vous remercie pour m'avoir quand même fait confiance et voilà, avoir fait appel à moi par rapport à ça. Donc, je sais que peut-être on aura à faire d'autres webinaires, hein, en ce sens surtout, parce que comme j'ai dit, hein, je n'ai même pas présenté les 20% de Spark. Il y a vraiment beaucoup trop de choses à connaître. Voilà, et on va essayer peut-être avec le temps d'essayer d'organiser plus fréquemment les webinaires à propos de ça pour pouvoir vraiment maîtriser l'outil, quoi. Que ce soit Ouais, côté machine Inch'Allah. learning ou bien côté streaming, voilà, côté déploiement, côté monitoring, côté tuning, tout ça. Voilà. Il y a beaucoup vraiment de sujets à traiter, quoi.
Oui, Inch'Allah. On va travailler ensemble pour tout ça, Inch'Allah. Voilà, maintenant, pour les autres aussi, n'hésitez pas. Chacun est expert dans un domaine, même si on est aussi des débutants dans d'autres. Mais n'hésitez pas si vous voulez partager, par exemple, des choses assez intéressantes relatives à votre domaine. Voilà, nous sommes prêts à organiser voilà, le webinaire et informer les intéressés. Et comme ça, on va partager quoi. En tout cas, quand des personnes qui ont des expertises différentes se rencontrent, il y aura toujours des choses à apprendre quoi, avant la fin de la rencontre. Donc, voilà, donc merci à tous. Donc, on se dit à la prochaine et voilà, on reste connecté. Merci et Merci, bye. bon week-end. Merci les gars, merci beaucoup. Ok, merci.